Bonjour à tous. Donc, on va attendre encore quelques minutes que tout le monde se connecte. Donc voilà, donc vous avez le temps pour faire couler rapidement un café. Ça monte. Donc voilà, et en général, on va attendre à peu près 2 minutes et on démarre. Tac. Donc, si vous pouvez me dire si vous voyez bien la présentation, si vous m'entendez bien, si tout est bon. Tac. Parfait, merci. Allez, on attend encore 1 minute et après on va démarrer. Donc dans les petits rappels avant de démarrer, vous verrez, vous avez 2 onglets. Vous avez un onglet chat, voilà, sur lequel on peut dire bonjour, etc. Et il y a un deuxième onglet qui s'appelle questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à cet endroit-là et pas dans le chat, puisque vraiment l'onglet questions, on essaiera d'y répondre. Alors, en tout cas, c'est sûr à la fin et peut-être au fur et à mesure en fonction du type de questions. Mais voilà, essayez de bien mettre vos questions sur la partie onglet questions et pas sur le chat. Il y a vraiment 2 onglets différents. Et on rate habituellement des questions parce qu'elles sont sur le chat. Mais voilà, on essaiera de suivre, même s'il y a des petites erreurs. Allez, ben c'est parti, on va débuter ce webinaire. Donc, il est intitulé Logiciel d'autoconsommation avancé, un atout clé pour les installateurs. Et donc présenté par Upwatt et donc moi-même. Donc, je suis le gérant de cette société Upwatt et j'ai un profil d'énergie, expert en énergie. Donc, on a au niveau de la présentation, on va faire un petit rappel du contexte qu'on fait toujours un petit peu sur, voilà, pour remettre un petit contexte sur le marché de l'énergie. Et après, vraiment, le focus de ce webinaire, c'est de se focaliser sur le logiciel d'autoconsommation avancée, vraiment de la phase simulation jusqu'à la phase création de l'opération. Donc, c'est vraiment ça. On le fera sur un exemple. Et après, en fonction du temps qu'on a, on regardera pour faire des simulations sur d'autres exemples que vous pourrez par exemple mentionner dans l'onglet chat si vous voulez. Sinon, on en a quelques-uns sous la main pour vous montrer l'avantage compétitif qu'on peut avoir avec cette solution. Et enfin, on terminera par une session de questions-réponses. Donc voilà, vraiment l'objet de ce webinaire, c'est d'être simple, concis, de faire une bonne introduction, de vous apporter un peu des éléments de réponse et des questions que vous pouvez avoir. Et après, voilà, si on doit aller plus loin, ben, vous n'hésiterez pas, on peut aller plus loin. Donc déjà sur le contexte, on reprend, voilà, toujours, on a quelques images qu'on voulait vous remettre. Déjà, il faut savoir que sur le marché de l'énergie, en tout cas le prix de l'électricité, quand on parle d'autoconsommation, il faut toujours bien se rappeler qu'il a 2 composantes principales, enfin 3. Une première, c'est le prix de l'énergie. La deuxième, c'est le prix du réseau, qu'on appelle souvent le TURP, le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité. Et en général, quand vous avez un prix hors taxe de l'électricité, souvent il peut intégrer ces 2 composantes-là. Et enfin, on a des taxes, des choses comme ça, bon, sur lesquelles on n'a pas trop d'effet de levier. Donc ça, c'est un premier élément. Et déjà, le premier élément à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, et de plus en plus avec les forts taux d'intégration d'énergie renouvelable, on a des grosses variabilités du prix de l'électricité sur les marchés. Donc ça, c'est ce qu'on a sur les marchés. Donc on sait que ça va se répercuter sur le prix au détail, voilà, de plus en plus, hein, et ça sera vrai sur le tarif réglementé de vente déjà en février. Mais ce qu'on s'aperçoit dès aujourd'hui, hein, c'est qu'on a une grosse variabilité de prix selon la période de l'année sur laquelle on va consommer l'électricité. Donc là, typiquement, c'est des prix moyens qui sont publiés par la CRE, entre des heures plein hiver, des heures plein été, des heures creuses hiver, etc. On a une forte variabilité. Et dans ce cas-là, on a de plus en plus des questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est OK, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait de la vente totale, avec des tarifs qui baissent aussi sur la vente totale? Est-ce qu'on fait de l'autoconsommation ou pas? Enfin, on a vraiment de plus en plus sur le dossier, nous on voit des questionnements de ce type-là, qui sont au-delà du mode de raccordement, qui prennent en compte en fait le calcul du business plan. Et donc on va vous montrer comment on peut y répondre, en tout cas comment on peut répondre à cette problématique-là. Le deuxième élément que je mentionnais, hein, sur le prix de l'électricité, c'est le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité. Donc c'est quelque chose où en général on est moins familier quand on parle d'autoconsommation individuelle, puisque jusqu'à 1 méga il est inclus, en tout cas à ce jour, on l'économise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le coût de livraison d'un kilowattheure, donc voilà, si on parle comme ça, si on parle
j'appelle ça souvent un coût de livraison, ben, il est variable. Et ce qui est intéressant pour nous, notamment en termes d'énergie solaire, c'est que ce coût de livraison de l'énergie solaire, avec la généralisation des compteurs, ce qu'on appelle 4 cadrans, eh ben, en fait, oui, en général, l'élec est très cher en hiver, mais elle est très chère notamment parce que le tarif d'utilisation est cher. Donc, ça veut dire que si vous livrez votre électricité en hiver, donc, notamment d'autoconsommation collective ou à travers les PPA, vous devrez vous acquitter de ce montant-là, en centimes d'euros du kilowattheure. Enfin, en tout cas, c'est le consommateur qui devra s'en acquitter. Mais ce qui est intéressant et de plus en plus, c'est que vous voyez, aujourd'hui, sur des petits compteurs, on était souvent sur un tarif unique à 4,37. Ce qu'il faut aujourd'hui réaliser, c'est que ce prix-là, qui va être payé pour livrer de l'électricité, bah, il est beaucoup moins cher en été. Donc ça, c'est vraiment un point, que ce soit les heures pleines été ou les heures creuses été, on a un tarif de livraison qui est très cher et ça, c'est un avantage compétitif pour nous quand on va vouloir livrer de l'énergie solaire. Pourquoi? Parce que certes, la livraison à distance d'énergie solaire, ben, on doit payer le TURP, mais il est bien inférieur à ce qu'on peut imaginer dans les études économiques basiques. Donc ça, c'est le deuxième élément de la composante, donc un prix de fourniture. Il faut savoir, voilà, à l'intérieur, il est composé du TURP. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc quel est le rôle de boîte? Donc pour vous donner un slide de ce qu'on fait, ben, nous on fait de l'autoconsommation, ce qu'on appelle multi-compteur, c'est-à-dire qu'on peut autoconsommer l'énergie pas juste sur un seul compteur, on va faire de l'autoconsommation collective ou à travers des corporate PPA, donc ce qu'on appelle de l'autoconsommation multi-compteur. Donc ça, c'est le premier élément, c'est pouvoir autoconsommer sur plusieurs compteurs. Donc on a la technologie pour faire ça. Et le deuxième élément qu'on travaille sur l'autoconsommation, c'est on le fait de manière dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous permettre d'autoconsommer l'électricité de vos centrales quand vous le souhaitez. Par exemple, en fait, on va pouvoir livrer l'électricité quand celle-ci fait des économies plus importantes que la vente de surplus typiquement. Voilà, ça peut être en mode, ça c'est de l'autoconsommation. Voilà. Nous, ce qu'on appelle l'autoconsommation avancée, multi-compteur et dynamique. Le deuxième élément qu'on met en place, c'est ce qu'on appelle de la vente, notamment locale. C'est-à-dire que si cette électricité, en général, vous allez vouloir l'autoconsommer si le producteur et le consommateur sont la même personne. Si le producteur et le consommateur sont des personnes différentes, on va alors parler de vente en direct. Et donc, nous, de la même façon, que ce soit des modes de livraison autoconsommation collective ou corporate PPA, on va permettre de vendre à des tiers en direct, en évitant le plus possible la vente marché. Enfin, si c'est intéressant, parce que la vente marché est en général moins rémunératrice. Et donc sur ces projets-là, ben, on a globalement quand même deux offres. Hein. Donc au-delà de faire des études création, on a des offres où on va vous accompagner de manière globale sur les projets pour les structurer, pour les faire sortir. Et après, en général, quand les installateurs sont autonomes, on sera plutôt à mettre à disposition nos logiciels d'autoconsommation avancée. Et c'est ce qu'on va vous montrer. On va vous montrer dans la foulée. Donc, logiciel d'autoconsommation avancée, qu'est-ce qu'il faut pour faire une opération d'autoconsommation avancée? On va parler d'autoconsommation collective, on va faire un petit focus là-dessus, ça touche plus de monde aujourd'hui, mais il faut savoir que le processus est très proche pour des corporate PPA, même si le mode de livraison est différent. La première étape qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelle nous les scénarios. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez avoir un projet, on va vouloir dire, bah, OK, est-ce qu'il vaut mieux faire de la vente totale, de l'autoconsommation individuelle, de l'autoconsommation collective? C'est quoi le scénario qui est le plus intéressant en fonction de mon cas d'étude? Et pour ça, on va avoir besoin de logiciels de dimensionnement. Souvent, ces scénarios, vous allez en faire 1, 2, 3, 4, 10. Vous allez en présenter peut-être un ou deux au client. Une fois que vous êtes OK, vous allez dire, bon, ben, OK, c'est parti, on réalise. Donc, on va réaliser l'opération. Donc, réaliser l'opération, ça veut dire des démarches de malice, des démarches de raccordement, ça veut dire la construction de la centrale. Et ça va être aussi créer cette opération. Et nous, on va vous montrer les outils qu'on a pour créer cette opération vraiment de manière très simple d'un point de vue à la fois installateur et client final. Une fois que vous avez créé l'opération, il y a une particularité, c'est que chacun des participants, donc quand on dit participants, ça va être le producteur, mais aussi les différents compteurs de consommation. Ils auront une étape à réaliser, chacun à leur tour. Et donc, pareil, on va vous montrer cette troisième étape. Et enfin, la partie suivie des flux. Donc, vraiment se rappeler un processus d'opération, il a 4 étapes. On fait des scénarios, plutôt de la simulation, etc., pour déterminer lequel est le plus intéressant. 2, on va créer l'opération, donc en général en même temps que la demande de raccordement Enedis. 3, on va ajouter des participants, donc voilà, quels sont les compteurs qui font partie de cette opération d'autoconsommation avancée.
Et enfin, ben, on va suivre cette opération pour voir qu'est-ce qui est autoconsommé à l'échelle d'un compteur, de plusieurs compteurs ou vendu en local à des tiers. Donc voilà, donc pour faire ça, on est parti sur un exemple. Voilà, on s'est dit qu'on allait partir sur un exemple un peu concret où on va reprendre ces 4 étapes-là. Donc notre cas d'étude qu'on a pris ici, c'est quelque chose qui est assez classique. Là, en l'occurrence, on a un entrepôt, voilà, sur lequel on peut mettre 100 kW de solaire à peu près. Il a une consommation, mais elle est relativement faible. Ça, on a souvent ces cas-là, hein, que ça soit, vous voyez, des salles des fêtes, quoi. On a une salle des fêtes dans des communes. Bon, souvent, il y a quand même un potentiel solaire qui est non négligeable, mais la consommation, elle est assez sporadique. Même si elle est élevée, le potentiel d'autoconsommation n'est pas super élevé. Mais il y a quand même un intérêt à faire de l'autoconsommation, notamment pour des questions de raccordement. Voilà, on peut utiliser le raccordement existant, quoi. En revanche, typiquement, sur cet entrepôt, là, sur cet exemple, c'est une entreprise, elle a un entrepôt où elle peut mettre 100 kW. Elle a un deuxième compteur qui est un siège, c'est son siège social, qui est situé dans la même ville. Et là, typiquement, dans cet exemple, c'est un siège qui va consommer beaucoup d'énergie. En revanche, typiquement ici, l'implantation de solaire sur ce site, elle n'est pas évidente, quoi. On l'a souvent, ça. On l'a souvent sur des charpentes très faibles ou sur des sièges sociales avec des architectures un peu chic qui permettent pas l'implantation simple de solaire. Et enfin, pour ce cas d'étude, on a mis la maison résidentielle d'un salarié dont l'entreprise est proche. Voilà. Bon, typiquement, le cas qu'on a, hein, c'est le patron d'entreprise qui veut livrer à sa maison. Bon, voilà. Ça, c'est souvent un cas qu'on nous demande. Et donc, voilà. Typiquement, sur ce cas d'étude, on va vous comparer 3 scénarios. Vente totale, autoconsommation individuelle ou autoconsommation collective sur les 3 compteurs. Quel est le scénario qui rapporte le plus? Et du coup, voilà, on va vous montrer quelles étapes nous on mène et comment vous, installateurs, vous pouvez opérer pour dimensionner le projet, 1, 2, créer l'opération, ajouter les participants et enfin suivre l'opération. Donc, première étape, on va dimensionner cette opération. Donc là, je passe à notre logiciel de simulation. Donc voilà, donc ce logiciel de simulation, c'est un logiciel qu'on utilise nous en interne et auquel on donne accès à nos installateurs avec qui on a déjà commencé à travailler. En général, on fait un premier projet ensemble, on avance et une fois qu'ils commencent à être rodés, etc., bah, ils ont accès à cette page-là. Hein. C'est accessible par un navigateur web. Et ils peuvent faire leurs analyses d'opportunité et même aller au-delà, vous allez voir comment ça marche. Donc, première étape, en général, on va définir la centrale de production d'énergie. Donc là, en l'occurrence, une seule centrale, une centrale de 100 kW, voilà, c'est une ensemble de la France. Le logiciel, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va venir calculer la production solaire par pas horaire. Et sur une base donc de données PVGIS, donc qui sont des données assez classiques et qui sont aussi autorisées notamment par les organismes financeurs, par les banques. Donc là, on a notre producteur, productible solaire, etc. C'est super. Maintenant, on va passer aux choses un peu plus sérieuses. On va passer aux consommateurs. Donc là, je vous ai dit, les consommateurs, on en a 3 ici dans cet exemple-là. On a noté entrepôt, sur lequel on va installer le système solaire. On a une entreprise. Et on a une maison. Là, qu'est-ce qu'on voit déjà en dessous? On voit qu'on a un numéro de compteur et on a un email. Ces 2 paramètres-là, ils sont optionnels, mais ils vont servir à 2 choses. Ils vont servir déjà, en premier lieu, ils vont nous servir à pouvoir récupérer la courbe de charge via ce numéro-là, donc avec les API d'Enedis. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, souvent, ça demande un consentement de la part du consommateur ou du producteur, qui n'est pas nécessairement accessible tout de suite, etc. Donc, souvent, les simulations, elles démarrent par des courbes de charge standard, basées sur l'énergie annuelle ou l'énergie mensuelle. Et nous, on conseille plutôt ça, de commencer comme ça. C'est super intéressant parce que vous pouvez aller très vite. Vous prenez l'énergie annuelle, on définit l'énergie annuelle, on a des courbes de charge standardisées. Très vite, vous pouvez faire une étude d'opportunité. Vous voyez, même en étant chez le client, vous allez pouvoir faire ça rapidement et ça peut vous donner déjà un ordre de grandeur de ce que vous avez à gagner ou pas à mettre en place ce type d'opération. Mais voilà, il faut savoir que si on met le numéro de PRM et l'email, on va pouvoir lancer un système de consentement où après, ça va télécharger les données dans le logiciel. Donc là, l'entrepôt. On définit l'énergie annuelle, 20 000 kWh dans cet exemple-là, un profil de consommation plutôt plat, on aurait pu prendre autre chose, mais voilà.
Et là, on va le définir en autoconsommation individuelle. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Voilà, on dit que la centrale de production va être raccordée directement sur ce consommateur-là et que ce sera de l'autoconsommation individuelle qui va nous permettre de faire des calculs. Le deuxième client, c'est un client de type entreprise. Donc voilà, pareil, on a mis une énergie annuelle, on aurait pu mettre des données mensuelles. Souvent, les données mensuelles, c'est quand même intéressant, on s'approche bien de la courbe de charge en prenant ça. Consommation annuelle, profil de charge, c'est un profil plutôt tertiaire en consommation. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on le met en autoconsommation collective. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que une fois que ce bâtiment, on lui aura livré l'énergie, on va l'envoyer, le surplus de ce bâtiment-là, on va l'envoyer à cette entreprise-là, qui va autoconsommer l'énergie. En revanche, celle-ci, elle va l'autoconsommer, mais elle n'économisera pas le TURP, on devra s'acquitter du TURP. Par contre, on parle d'autoconsommation. Pourquoi? Parce que le producteur qui détient la centrale, c'est aussi le consommateur de l'entrepôt et de ces deux compteurs-là. Donc, on va lui livrer de l'énergie, mais il n'y aura pas de facturation entre l'entrepôt et l'entreprise. C'est pour ça que nous, on parle d'autoconsommation. Et enfin, un dernier compteur, donc qui est plutôt une maison, hein, avec voilà, énergie annuelle, 8000 kWh, plutôt un profil résidentiel. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ce qu'on appelle nous, de la vente locale en autoconsommation collective. C'est quoi la différence entre ici et ici? C'est que là, en l'occurrence, la maison, ce n'est pas le producteur. Donc, en fait, on aura une vente d'énergie qui va être depuis le producteur vers la maison, alors que là, entre le producteur qui est sur l'entrepôt et l'entreprise, on a juste une affectation des kilowattheures et pas de contrat entre les deux. Donc, c'est ça que ça définit, ce paramètre-là. Et donc, du coup, ça ne prend pas en compte les mêmes éléments économiques. Une fois qu'on a rentré ces consommateurs, on va aller vers la répartition d'énergie. Et donc là, on voit qu'on a un calcul qui se met à jour automatiquement. Où on a quoi? On a l'entrepôt ici. Donc on voit la production. Donc en jaune, c'est la production totale. Hein, donc là, qui est estimée à 122 MWh. Le petit cercle qu'on voit ici, c'est ce qui a été autoconsommé en individuel. Donc c'est l'autoconsommation individuelle qui a eu lieu sur l'entrepôt. Donc ça va être pris en compte dans le calcul économique. Une fois que l'entrepôt a consommé son énergie, le surplus, le classique, ça serait de l'envoyer directement à EDF-OA. Là, non. Ce qu'on fait, c'est que ce surplus, on l'envoie à l'entreprise en priorité, à l'autre compteur de consommateurs. Donc, l'entreprise va consommer cette énergie. Donc, on voit ici, en bleu, c'est ce qu'on envoie à l'entreprise. La différence entre le bleu ici et le gris, c'est ce que l'entreprise a auto-consommé. Et donc, s'il y a encore du surplus, là, on ne va pas l'envoyer à EDF-OA, on va d'abord l'envoyer à la maison. On voit que la maison, elle va récupérer un peu de surplus, mais pas énorme, avant d'envoyer à EDF-OA. Donc, voilà le mode de répartition. Donc, ça, c'est un mode de répartition qui est assez standard. C'est-à-dire, il y a l'autoconsommation individuelle qu'on ne peut pas éviter. Hein. Ça, c'est un raccordement, c'est un flux physique. En revanche, ce qu'on peut choisir, c'est est-ce qu'on envoie à l'entreprise et à la maison de manière égalitaire? Est-ce qu'on envoie d'abord à l'entreprise ou après à la maison? Et donc, nous, dans le mode de répartition standard qu'on propose, c'est vraiment, on envoie d'abord aux compteurs qui appartiennent au producteur, des compteurs de consommation qui sont propriété du producteur, avant d'envoyer à des compteurs de consommation qui sont des compteurs externes, donc là, typiquement la maison, et enfin EDF-OA. Il faut savoir qu'on peut avoir des modes de répartition plus avancés qui peuvent n'envoyer, par exemple, à l'entreprise que quand l'électricité est chère. Voilà. Et quand l'électricité n'est pas chère, on n'envoie pas à l'entreprise. Donc ça, c'est des modes de livraison possibles qui existent. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on a les éléments, on va passer à des calculs financiers. Les calculs financiers, là, on a mis en place 3 scénarios. Une autoconsommation individuelle. Donc ici, dans ce scénario-là, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a contraint, ce scénario-là, en lui disant que l'autoconsommation collective sur les deux autres compteurs, elle n'était pas possible. Donc en fait, on a contraint le scénario en lui disant, tu fais juste ça et tout le flux va à EDF-OA. Le deuxième scénario qu'on a fait, c'est on a fait un scénario ce qu'on appelle de vente totale. Donc là, en fait, on a dit l'intégralité de la production, il va être valorisé sur le marché. Automatiquement, quand on modifie les flux, évidemment, le logiciel va mettre à jour tous les tarifs, que ce soit les tarifs d'autoconsommation individuelle, les primes, les ventes totales. Et donc, du coup, on a toujours les tarifs en vigueur qui sont intégrés dans le scénario. Et donc, du coup, on peut les changer. Si jamais on veut anticiper un changement de scénario, des choses comme ça, on pourra les changer dans les paramètres. Mais de base, ça choisit ça.
Évidemment, ça calcule aussi, ça fait une estimation du coût de revient de la centrale, des assurances, etc., que vous pouvez modifier. Hein. Évidemment, en tant qu'installateur, vous allez jouer sur ces paramètres-là. Hein. Vous allez jouer, vous voyez, sur des coûts d'installation, sur des coûts de maintenance, des coûts d'assurance. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que ça peut calculer des coûts complémentaires, que ça soit de l'IFER, typiquement, ça va faire les calculs de coûts d'IFER par rapport aux valeurs actuelles, mais ça peut calculer également, vous voyez, et ça c'est pas mal, ça calcule les TURP annuels, qui vont être différents forcément en vente totale ou en autoconsommation individuelle. Donc ça va les mettre à jour automatiquement. Vous voyez, la prime, elle est à 0. Et donc, ça va nous permettre de comparer ces scénarios. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve ici sur cette comparaison? Eh bien, on va avoir 3 résultats. Déjà, on va avoir autoconsommation individuelle, vente totale et ACC. Et là, déjà, on voit que les coûts d'investissement, ils sont différents. Pourquoi ils sont différents? Pour 2 raisons. La première, c'est que quand on est sur des coûts d'ACC, ça va prendre en compte nos coûts à boîte. Vous verrez, ils sont indiqués, en tout cas, ils sont estimés automatiquement par le logiciel sur les coûts d'accompagnement et de création. Donc, ils sont pris en considération. Mais également, il y a des écarts ici dans ce cas d'étude-là parce qu'il y avait un écart de coût de raccordement. Donc, on avait un coût de raccordement qui était plus élevé sur de la vente totale qu'en autoconsommation individuelle. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit écart. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ça peut comparer des coûts récurrents moyens. Donc ça calcule des coûts récurrents moyens sur 20 ans qui sont indexés. Et donc là, volontairement, que ce soit sur les coûts d'investissement ou sur les coûts récurrents, on a insisté, on a mis des coûts élevés pour vous montrer que malgré ça, vous verrez qu'on conserve une très bonne rentabilité. Et après, ça vous calcule le gain annuel moyen, le taux de rentabilité interne en pourcent, la valeur actuelle nette, hein, qui est vraiment ce que gagne le client final en coût actualisé sur 20 ans, et l'autonomie. Alors l'autonomie, c'est quoi? Ça prend en compte les compteurs qui vous appartiennent. Donc là, typiquement, dans cette autonomie de 9,20%, ça va prendre la consommation de l'entrepôt et de l'entreprise, mais pas de la maison, puisqu'elle est considérée comme étant un tiers. Et en revanche, sur l'autoconsommation collective, on voit qu'on arrive quand même à monter à plus de 40% d'autoconsommation sur l'ensemble des compteurs via ce système-là. Et après, on voit la rentabilité. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, on peut voir au départ, hein, on voit que le coût d'investissement, il varie d'un scénario à l'autre, donc en fonction des paramètres que je vous ai mentionnés. On voit ici que ça évolue vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 2 scénarios, que ce soit le scénario ACCI ou ACI ou ACC, où on est éligible à la prime. Donc, en fait, on a la prime qui tombe ici, en tout cas sur une grande partie, sur du 100 kW en année 1. Et après, on calcule les revenus générés par les économies et ou la vente d'électricité. Et donc, on a quoi? On a la vente totale qui est dans un vert clair. On voit donc pas de prime, un scénario assez linéaire sur cet élément-là, sachant que le tarif de vente totale, il évolue, il est indexé, mais très légèrement. Un scénario d'autoconsommation individuelle où on voit qu'il coûte moins cher, on a la prime, mais qui se fait dépasser très vite par le scénario d'autoconsommation collective, où on voit la rentabilité qui est meilleure. Donc voilà pour les 3 calculs de rentabilité tels qu'ils sont faits. Et donc après, derrière, ces scénarios-là, vous allez pouvoir jouer avec, vous allez pouvoir changer les paramètres, etc. Et vous allez jouer avec, vous allez avoir donc évidemment le tableau financier, et vous allez pouvoir le sauvegarder. Vous voyez, vous pourrez sauvegarder une simulation, vous pourrez sauvegarder par exemple, on va dire, vous allez faire des scénarios où vous changez le prix de l'énergie, vous allez changer le coût de mise en place, vous allez faire pas mal de scénarios et vous allez pouvoir les enregistrer, différents scénarios, les présenter. Si vous êtes sur le client final, c'est pour vous. Si vous êtes installateur, vous allez pouvoir présenter ça au client final. Et c'est là où ça devient intéressant. Ça vous permet de travailler, de développer votre modèle, de développer vos opérations et de les travailler avec un accès à un logiciel, je vous dis, pour nos partenaires, qui est fait à titre commercial. C'est-à-dire que voilà, ces simulations, vous pouvez en faire 100, on va pas vous les facturer. Et donc, ce qui est intéressant, c'est le deuxième bouton. C'est lancer la procédure de création de communauté. Donc, ce qui est intéressant, c'est que au plus vous allez compléter ces éléments-là, notamment les numéros de compteurs, les mails, etc. Derrière, une fois que vous avez choisi votre opération, que vous allez la lancer de manière opérationnelle, vous allez venir ici, vous allez lancer la procédure de création d'une communauté. Et
ça va vous envoyer ici. Ça va vous envoyer ici, hein, qui est concrètement un formulaire qui est sur notre site web, hein, enfin pas de manière accessible, mais qui est sur notre site web, où on va attaquer, on aura 6 étapes. Donc là, c'est qui va faire cette opération? C'est vous en tant qu'installateur, en général, ou si vous êtes un client final, vous, client final, qui allez mettre en... Typiquement, on a souvent des clients finaux qui ont déjà des centrales, quoi. Donc, ils vont aller directement ici et ils vont mettre. Donc, qu'est-ce qu'on va vous demander? On va vous demander la règle de répartition. Donc, elle pourra être personnalisée. Typiquement, elle a été définie dans l'étape d'avant. Elle a été... alors, attendez, hop. On va revenir au début. Là, j'étais à la fin du formulaire. Je reviens, on va aller dans le bon ordre. Tac. Donc, création de la nouvelle opération. C'est mieux d'aller dans cet ordre-là. Donc, pour la création de cette nouvelle opération, première étape, on va vous demander, vous, vos coordonnées. Donc, ce que vous disiez, vous, en tant que gestionnaire d'opération. Donc, en général, c'est soit le contact de l'installateur qui développe la centrale, soit le client final, typiquement, c'est pour des centrales existantes. Voilà, on va vous demander vos coordonnées. Étape d'après, on va vous demander les informations de l'opération. Donc, vous allez définir un nom de l'opération. Hein, c'est ce nom-là qui remontera chez Enedis. De la même façon, quand vous créez une centrale de raccordement, votre centrale à une opération. Le lieu. Donc, le lieu d'une opération, en général, c'est soit le lieu du producteur, soit la zone géographique, si on est dans l'autoconsommation collective. Vous allez définir voilà, cette zone et quand est-ce que vous avez prévu de mettre en service ce projet-là. Ça peut être aussi vite que possible ou ça peut être, vous avez prévu une construction plus tardive. Une fois que vous êtes fait, vous en tant que créateur de cette opération, donc vos coordonnées, les caractéristiques de l'opération, on vous demande que ça. Après, on va vous demander les consommateurs. Donc typiquement, les consommateurs, on a vu dans le cas d'avant qu'il y avait 2 consommateurs. Un tertiaire de type privé qui était entreprise, et on va mettre le mail, et la maison individuelle, bon, on a mis un nom fictif, et son email. Pourquoi c'est important ici de mettre les noms, etc. C'est parce que vous verrez, ce formulaire, automatiquement, il va contacter les participants dans la foulée. Donc, vous définissez vos consommateurs ici. Donc, vous voyez, vos coordonnées, les caractéristiques de l'opération, les consommateurs, les producteurs. Donc ici, on avait un seul producteur 100 kW, c'était l'entrepôt qui était producteur-consommateur, et le mail de démo. Donc là, on était sur un producteur-consommateur. Et enfin, le mode de répartition. Donc, on a vu ici qu'avant, il était personnalisé, ce mode. Hein. Il était personnalisé. Et donc, une fois que vous faites ça, vous allez cliquer sur « Envoyer ». Donc là, c'est vous en tant qu'installateur. C'est le rôle que vous avez en tant qu'installateur de cliquer là-dessus. Automatiquement, ça va envoyer un mail à chacun des participants, que ce soit les consommateurs ou les producteurs. Ils vont recevoir un mail où ils vont leur demander de remplir des informations. Donc, vous, en tant qu'installateur, vous avez fini votre job ici. Et ça va être aux participants de compléter. Donc là, le formulaire que vous voyez, donc c'est un nouveau formulaire, c'est chacun des participants, producteurs ou consommateurs, qui devra le compléter. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir besoin? Il va avoir besoin de son contrat de raccordement Enedis. Enfin, une facture d'électricité, si c'est un consommateur. Et si c'est un producteur, on a besoin de l'information sur le contrat de raccordement. Soit le numéro de contrat de raccordement, soit si elle est déjà active. Et on aura besoin, à terme, en tout cas pour finaliser le dossier, on aura besoin du consuel. Et ça, le contrat, ce qu'on appelle un ARP, ça c'est que si on est hors EDF. Et donc, chaque participant il va venir là. Il va dire à quelle opération il va être attaché. Donc là, typiquement, l'opération qu'on a déterminée dans le formulaire d'avant, c'était au soleil. Il va dire que c'était le formulaire, que c'était l'entreprise. Donc, c'était le participant entreprise qui était un consommateur. Donc, voilà, il dit voilà, c'est une entreprise. Il est de type consommateur, entreprise. Donc, il met ses coordonnées, blablabla, adresse, nom, représentation. Donc, ça, c'est le participant qui fait ça. Donc, vous, en tant qu'installateur, vous aurez l'information de qui a finalisé, qui a complété ou pas. Donc, vous pourrez relancer un participant s'il n'a pas fait. Mais sinon, c'est pas vous qui complétez ça. Pourquoi c'est pas vous? Parce que vous verrez, il y a une signature. Et donc, il met son numéro de point de livraison, ou PRM ou PDL, donc c'est le numéro de son compteur et c'est tout. Une fois qu'il a fait ça, les informations techniques, il n'a que ça. Plus la puissance de soutirage, pardon. Et une fois qu'il a complété ces informations-là, le participant, on va lui demander deux signatures. La première, on va lui demander d'adhérer à ce qu'on appelle la PMO générique. On a une PMO qui s'appelle NoWatt, qui est une PMO générique auquel il va adhérer. Il a juste à signer ici
et il n'y a pas d'entité nouvelle à créer, de statut juridique, etc. Automatiquement, il est rattaché ici. Et ça permet de faire ce qu'on appelle la gestion technique de la PMO, c'est-à-dire tous les échanges avec Enedis, on va les gérer, c'est nous, Upboîte, qui allons gérer ça. Donc, il va signer ça. Le deuxième engagement qu'il va avoir, c'est une autorisation, ce qu'on appelle Enedis. En gros, il va dire, OK, j'autorise Upboîte à gérer les flux de données depuis mon compteur. Donc, ça, c'est des choses que je pense que souvent, beaucoup de personnes ont l'habitude de faire pour accéder à des données, des choses comme ça. Pareil, il va signer cet élément-là, hein, paf. Et on va faire suivant. Et une fois qu'il a fait ça, bon, on met des petites remarques s'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas ou s'il veut améliorer. On valide le participant. Automatiquement, on va envoyer ça à chaque participant. Une fois que chaque participant, il aura complété, c'est terminé. Le processus de création sera en place. Et la prochaine fois que vous entendrez parler, en tout cas de boîte, hein, alors bien sûr, on va vous faire un suivi de dossier pour dire où on en est, hein, mais en tout cas, tout est géré de notre côté, la mise en place, etc. Et l'étape d'après, ben, vous serez où? Eh ben, on vous enverra un message en disant, ben, OK, c'est parti, votre espace de supervision est disponible. Et vous pourrez ben, voir les différents producteurs, consommateurs, et vous pourrez observer les statistiques d'opération. Donc voilà, vous allez vous connecter. Donc là, typiquement sur cette opération, donc là, on a pris notre opération donc qui est en service, qui est une petite opération avec un producteur et un consommateur. Donc là, vous voyez bah, ce producteur. Donc là, on a les données du mois d'août. Vous voyez sa production. Donc, qu'est-ce qu'il a vendu à EDF, qu'est-ce qu'il a vendu en local, hein. On voit bien qu'au mois d'août, on a pas mal d'énergie. En revanche, typiquement, ce consommateur-là, hein, qui n'avait pas de production solaire, il est quand même 40% autonome juste avec le surplus de cette installation. Voilà, vous pourrez avoir les données jour après jour de production, de consommation. Vous aurez bah, les données, ça c'est par mois, vous avez les données par jour évidemment, vous pouvez voir les profils. Donc actuellement, on part pas de demi-heure sur ce schéma d'autoconsommation collective qui va bientôt passer à 15 minutes. Et 15 minutes est un pas de temps qui est en train de se généraliser. Mais voilà, vous aurez accès à ça et ça permettra après de suivre l'opération. Donc voilà, donc tout ça pour vous montrer, pour ce cas d'étude-là qu'on vient de voir, que au final, vous avez 4 étapes. Les scénarios, donc là, vous avez pas mal de travail pour dire, OK, quel est le bon scénario, comment je développe la meilleure centrale pour être pertinent. Premier élément. Deuxième élément, la création de l'opération. Donc, c'est ce qu'on a vu, hein, c'est le formulaire que vous allez, vous, en tant qu'installateur ou en tant que gérant de l'opération, créer. Et une fois que, donc là, vous voyez bien qu'il y a un modèle de données qui permet de passer du scénario à la création de l'opération. Donc, les données ne sont pas perdues d'ici à ici. Une fois que vous avez créé l'opération, automatiquement, ça va envoyer autant de formulaires qu'il y a de participants, producteurs ou consommateurs. Et une fois qu'ils ont rempli ça, automatiquement, les démarches seront engagées. La fois d'après, vous aurez accès au logiciel de suivi qui vous permettra de gérer votre opération. Donc voilà ce qu'on voulait vous montrer. Donc c'est sur un cas d'étude. Les choses vraiment à retenir, c'est globalement voilà cette phase de scénario. Souvent il y a beaucoup d'allers-retours ici, etc. Nous en tout cas, on permet à nos partenaires de faire ça de manière assez simple, sans coût. Voilà sur cette partie-là. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'on voulait vous mentionner, c'était ce flux-là, qui est beaucoup plus simple que ce qu'on peut imaginer. Voilà, souvent, on a beaucoup d'installateurs qui nous disent « Ah, bon, au final, c'est simple. » Oui, en effet, on a vraiment simplifié ce processus de création. Notre objectif, il est simple, il est de faire en sorte que demain, la majorité des centrales soient des centrales d'autoconsommation avancées, sur lesquelles on puisse facilement avancer. Donc, si vous voulez qu'on aille plus loin, bah, voilà, vous pouvez réserver. On a une possibilité de réserver un rendez-vous découverte. Donc, on vous enverra la présentation. Et là, typiquement, si on travaille pas déjà ensemble, ça vous permet on prend un premier cas d'étude ensemble, on le fait ensemble. On avance. Nous, c'est à titre commercial. Voilà, on répond à toutes vos questions et ça permet de mettre un pied et de vous montrer dans quelle mesure ce type de projet, en tout cas les cas d'études qui sont très intéressants, ceux qui le sont moins, etc. Ça permet de dégrossir ces éléments-là. Donc, n'hésitez pas à réserver un rendez-vous. Voilà, c'est des rendez-vous en général d'une demi-heure que vous pouvez caler sur l'agenda. Et après, sinon, bah, vous n'hésitez pas, on vous met nos coordonnées, que ce soit Laetitia, la directrice commerciale, ou moi-même. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on avance sur vos projets.
Donc, je vais arrêter là le partage et on va procéder aux questions-réponses. Hop, en repartant d'en haut. Il n'y a pas besoin de créer une PMO, c'est la boîte qui fait la PMO. Tout à fait, il n'y a pas besoin de PMO. Alors, j'aime bien, quand on parle de PMO, souvent, mais il y a deux choses à l'intérieur. La PMO, à la base, comme elle est créée, c'est vraiment, sur l'autoconsommation collective, c'est vraiment, elle a deux rôles. Elle a un rôle d'interlocuteur technique avec Enedis, et donc nous, on va jouer ce rôle-là. En revanche, on ne joue pas le rôle de gouvernance. C'est-à-dire que c'est vous, en tant que producteur ou consortium, qui allez jouer un rôle de gouvernance pour définir comment on répartit l'énergie, à quel prix, etc. Mais nous, toute la partie Enedis, on la gère et vous n'avez pas besoin de la faire. Et c'est quand même, enfin, c'est quelque chose où il y a vraiment, gérer la gouvernance a du sens, mais c'est mettre la gouvernance dans la PMO, ça n'a pas vraiment de sens. Je comprends que la motivation soit financière, mais est-il possible d'avoir comme variable d'ajustement les émissions CO2? Alors, les émissions CO2, on ne fait pas de calcul spécifique de notre côté. Par contre, on fait des calculs énergétiques, donc on vous sort les éléments énergétiques. Et donc là, pas de souci si vous voulez faire un calcul CO2 spécifique. Là, la difficulté que vous allez avoir sur le CO2, c'est par rapport aux différents modes, c'est comment vous calculez le CO2, quoi. Est-ce que vous le calculez sur une économie par rapport à la production d'énergie, peu importe qui la consomme? Donc voilà, là, ça sera, voilà, on n'a rien de spécifique dans l'outil. En revanche, vous pouvez utiliser les sorties pour faire vos calculs à vous. C'est un sujet pas évident de voir comment on prend en compte cette autoconsommation en impact CO2, quoi. Oui, il est possible d'avoir, il est possible d'avoir plusieurs consommateurs, mais peut-on avoir plusieurs producteurs ou plusieurs sites de production? Oui, on peut avoir plusieurs sites de production, donc ça, il n'y a pas de problème. Actuellement, on ne fait pas plusieurs producteurs différents. Nous, en fait, vraiment, notre expertise, elle est forte sur des opérations, on va dire. Nous, notre objectif, il n'est pas de faire des opérations avec 300 consommateurs, 5 producteurs différents. Enfin, c'est pas trop ça notre philosophie. Notre philosophie, elle est plutôt de faire des projets vraiment très génériques. Vous voyez, vous faites un 36 kW, il y a 4 consommateurs, ben c'est pas de souci. Vous faites 3 sites de production et vous les distribuez vers une dizaine de consommateurs, ben pas de souci. Voilà. Dès qu'on va aller vers des modèles où vous avez plein de producteurs, plein de consommateurs, voilà, on parle d'une centaine de points. Voilà, on pense qu'on n'est pas trop adapté pour ce type de projet, quoi. C'est vous alors qui faites les factures avec les conditions qu'on vous aura données? Non, on ne fait pas, on vous sort les éléments techniques, mais c'est vous qui émettez les factures. Donc il faut savoir déjà que la commercialisation, donc typiquement dans l'autoconsommation collective, le producteur et le consommateur, il y aura vraiment une facture directe entre les deux. Donc nous, le service qu'on pourrait rendre, qui peut être rendu, ça veut dire de faire de la facturation pour autrui. Nous, les retours qu'on a, c'est quand même il y a beaucoup de gens qui veulent rester dans leur RPAE, avoir leur facture, etc. Donc nous, on leur fournit plutôt les éléments techniques pour faire leur facture, hein, typiquement le nombre de kilowattheures qu'ils ont échangé, s'il y a un abonnement, des choses comme ça, mais pas la facturation. Oui, on peut reprendre toute installation photovoltaïque existante de vaste puissance ou moyenne pour utiliser votre système, pas de cassure contrat EDF-OA en cours. Alors, tout ce qui est contrat EDF-OA S21, il n'y a pas de souci, on peut le faire et c'est compatible. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Si vous avez des contrats avant le S21, ça veut dire un contrat cassé. Donc, en général, on ne le fait pas. Voilà, ou très rare. Et après, sur des contrats AO creux, il y a des possibilités de casser, mais c'est pas évident, quoi. Vraiment, l'endroit où c'est ultra générique à faire avec EDF-OA et où ça casse rien, c'est les contrats S21. Et il faut savoir même que d'un point de vue banque, vous n'avez pas de problème de bancabilité en faisant ces modèles-là. C'est-à-dire que nous, là, on propose à des banques. Alors, le gain supplémentaire qu'on va obtenir par l'autoconsommation typiquement collective, il est pondéré de manière faible. C'est-à-dire qu'elle se base sur, OK, j'ai un tarif EDF-OA, et donc ça, elle va vous être capable de faire.
l'autoconsommation collective, la plupart des banques aujourd'hui, elles le pondèrent. Soit elles prennent que le tarif EDFOA pour faire le calcul du prêt, soit elles pondèrent légèrement positif. Nous, on a un gros avantage, je sais qu'avec les banques, ça leur plaît beaucoup, c'est qu'on a un système ce qu'on appelle anti-créance. C'est-à-dire qu'en général, dans des contrats, quand on affecte à autrui de l'énergie, on met de base une clause qui est si la personne elle paye pas, on va arrêter de lui affecter d'énergie. Donc ça sécurise le producteur et ça permet de lever de la dette. Mais en tout cas, pour l'instant, la banque, on essaie d'avoir des meilleures conditions d'accès au prêt, mais voilà, déjà pour l'instant, c'est EDFOA. Voilà. Alors, le logiciel présenté, ou plutôt le découvrir et tester, bah alors nous, c'est un logiciel, il tourne sur Google Chrome, hein, il tourne sur un navigateur. Donc, et Maxime, que je connais bien, voilà, si tu veux, tu peux prendre un rendez-vous découverte, ou alors tu as mon numéro de téléphone, on fait une démo, et après, bah, une fois qu'on a avancé, qu'on connaît un peu les clients, voilà, on l'a pas mis en ouvert complet, mais en général, c'est une fois qu'on a ouvert les clients, qu'on a qualifié, qu'on sait qu'on va faire voilà, qu'on va avancer ensemble de manière partenariale, ben, on ouvre un accès, quoi. Comment est fixé le prix de revente? Ben, c'est vous. C'est fixé librement entre le producteur et le consommateur. Donc là, on l'avait mis, hein, là, typiquement, dans le calcul que je vous ai mis, je l'avais mis à 10 centimes. Donc, on ne le vendait pas trop cher à la maison. Mais si vous voulez le changer, il n'y a pas de souci. Donc, soit c'est un compteur d'autoconsommation, mais collective, ben, c'est basé sur le prix sous tirage. Enlevez le TURP. Et si vous cochez vente locale dans le logiciel, automatiquement, il y aura une case à remplir qui est quel est le prix de vente que vous fixez. Question de Pascal, dans quel rayon le consommateur doit se trouver par rapport au lieu de production? Donc là, il y a plusieurs réponses possibles. Bon, déjà, il y a l'autoconsommation collective. Donc l'autoconsommation collective, le rayon, il peut être de 2, 10 ou 20 km. Donc de base, il est 2. 2 km, vous avez accès, etc. 10 et 20, c'est des dérogations. Donc en milieu rural, on peut estimer qu'on peut aller à 10 et 20. Il faut toujours se rappeler que, ok, on met ça comme un acquis, ça reste une dérogation. Mais voilà. Et après, dans le cadre du PPA, donc en général, on passe en PPA. Les livraisons en mode de PPA, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un responsable d'équilibre qui va avoir un rôle notable ici dans l'échange de blocs d'énergie. Là, en l'occurrence, c'est des projets où on va aller, parce qu'il n'y a pas de limite géographique. Donc ça, c'est le gros avantage de ce mode de livraison. En revanche, il est plus complexe à mettre en place. Enfin, en tout cas, les modes, même s'ils sont industrialisés, c'est plus complexe. Et donc, c'est souvent, par rapport au coût de mise en place, c'est souvent réservé à des projets de plus forte puissance. Donc, vous voyez, on peut faire des projets de 1, 2 mégas, des choses comme ça. Voilà. Donc voilà, est-ce possible sur les différents sites d'un unique producteur qui n'ont pas de contrat d'obligation d'achat si supérieur à 500 kW au site de production sol? Oui, pas de problème. Dans ce cas-là, donc on peut le mettre en place. Voilà. Dans ce cas-là, on vous demandera un document en plus qui s'appelle un ARP, accord de rattachement au périmètre d'équilibre, que vous avez, hein, si vous avez un contrat de ce type-là. Pardon, si vous avez un contrat en dehors de défaut, vous aurez un ARP. Et en fait, c'est ça qu'on vous demandera. Et dans cette ARP-là, ce qui va être important, c'est qu'il autorise, en tout cas, il ne vous impose pas de livrer 100% à lui. Donc, en général, sur des contrats pro de forte puissance, c'est souvent comme ça, ou alors on peut les faire évoluer assez facilement. Voilà. Et une dernière question, parce qu'après, ça sera l'heure. Sur votre site, il y a une carte de producteur et consommateur. Comment les avez-vous identifiés? Faites-vous de la mise en relation, connexion pour élargir une ACC? Alors, on n'a pas d'outil générique pour ça. Oui, on a un système d'information, on a des producteurs et des consommateurs. Et quand on peut, on fait des mises en relation. Voilà, clairement, on le fait comme ça. C'est de manière, on va dire, naturelle, mais on n'a pas un système industrialisé pour faire ça. Et nous, on a quand même beaucoup de cas où ça se fait en lien direct avec le producteur. C'est vraiment, on mise beaucoup sur l'approche territoriale, sur des producteurs locaux qui connaissent des gens qui ont soit des consommateurs à eux, ils ont des contrats, ils ont des sites consommateurs, soit ils connaissent des gens, etc. Aujourd'hui, faire une livraison d'un producteur vers un consommateur quand ils ne se connaissent pas du tout, c'est quand même, on en a, il y a des cas comme ça, mais ça reste encore, il y a une relation de confiance qui doit être quand même assez forte entre le producteur et le consommateur. Et donc, la plupart du temps, c'est des gens qui se connaissent. Il est 13h45. Voilà, on a répondu un peu à toutes les questions. On va s'arrêter là.
Donc voilà, vous n'hésitez pas, si on vous enverra la présentation dans la foulée. Voilà, si vous voulez avoir des cas d'études plus précis, etc., vous n'hésitez pas, il y a des rendez-vous découvertes, vous pouvez nous contacter. Voilà, on se fera un plaisir d'étudier vos différents projets. Voilà, et sinon, voilà, si vous êtes dans le coin, on est à proximité de Chambéry. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez qu'on se rencontre. Donc on a un pôle à Chambéry, on a aussi un pôle plus dans le sud. Donc voilà, on peut vous rencontrer aussi plus proche de la mer Méditerranée si vous le souhaitez. Voilà, très bien. Bonne journée à vous et à très bientôt. Au revoir.